Avez-vous déjà eu l'impression d'être placé dans une situation qui ne pouvait que vous humilier? Avez-vous déjà été confronté à des gens qui vous regardaient comme si vous n'aviez pas à exister? Ce qui est arrivé à Amina Diop cette nuit-là à Paris n'était pas seulement une leçon de courage, c'était un acte de foi silencieuse face à des préjugés flagrants. Et ce qui semblait n'être qu'une journée de travail ordinaire, entre seringues, regards et respiration haletante, s'est transformé en l'un des plus grands tournants spirituels de sa vie. Cette histoire vous donnera la chair de poule. Elle vous fera réfléchir. Et peut-être, comme des milliers de personnes l'ont entendu pour la première fois, ressentirez-vous quelque chose de différent. Un réveil. Mais seulement si vous la regardez jusqu'au bout. Et avant de commencer, un avertissement. Plus de la moitié des personnes qui regardent les vidéos sur notre chaîne ne sont pas encore abonnées. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous dès maintenant, car nous partagerons encore de nombreuses autres expériences réelles qui renforceront votre foi et vous aideront à surmonter les obstacles que l'on tente de vous imposer. Amina Diop n'avait jamais eu le luxe de penser à elle. À 29 ans, elle partageait son temps entre deux gardes d'infirmières à l'hôpital Saint-Étienne et les soins prodigués à sa mère malade à La Courneuve, où elle vivait avec sa sœur cadette et ses deux jeunes neveux. Son appartement était un box au 8e étage d'un immeuble gris, aux murs écaillés et aux fenêtres qui craquaient à chaque coup de vent venant de la Seine. L'électricité était coupée au moins 3 fois par semaine, mais à l'intérieur régnait une dignité silencieuse, presque rituelle. Amina était de ces personnes qui pliaient les vêtements avec une précision militaire et laissaient des mots doux même les jours les plus épuisants. Elle était arrivée du Mali un peu plus d'un an plus tôt avec des papiers froissés au fond de sa valise et un diplôme que personne ne semblait vouloir valider en France. C'était un froid jeudi d'automne, lorsqu'elle devait couvrir la réception de charité de l'hôpital, une cérémonie officielle rythmée par des cols amidonnés, du champagne hors de prix et des sourires creux. La direction l'avait nommée parce qu'elle avait besoin d'une personne discrète, présente et discrète. On était loin de se douter de ce qui l'attendait. Amina portait sa blouse blanche, avec le même soin que, d'habitude, les cheveux tressés en chignon bas, et l'épingle de l'hôpital solidement fixée sur sa poitrine. Elle entra dans le hall principal d'un pas mesuré, s'efforçant de rester invisible parmi les compositions d'orchidées et les serveurs alignés. Au fond d'elle-même, elle le savait, ce n'était pas un endroit où une personne comme elle était censée se faire remarquer. Mais elle savait aussi que si un enfant criait, si une personne âgée tombait ou si quelque chose déviait du scénario, elle était celle en qui tout le monde aurait confiance, même si on faisait semblant d'ignorer son nom après coup. La réception se déroula dans le grand hall récemment rénové de l'hôpital, orné de lustres en cristal et d'une moquette bordeaux qui étouffait les pas, comme si chaque mouvement devait être discret. C'était le genre d'endroit où tout semblait prévu pour être gênant. La musique d'ambiance était celle d'un quatuor à cordes, les rires mesurés et les serveurs flottant comme des ombres parmi les invités. Amina resta près du service pédiatrique, comme on lui avait demandé, mais elle était attentive à tout. Au milieu de médecins renommés, de directeurs de laboratoire et d'épouses blasées et couvertes de bijoux, elle savait qu'elle était invisible, ou du moins jusqu'à ce qu'elle cesse de l'être. Et c'est exactement ce qui se produisit lorsque soudain, un son aigu et décalé trancha l'air. Un cri strident et enfantin qui transperça le hall comme une lame. Louis avait 8 ans et était l'un des rares enfants présents. Fils unique d'un des actionnaires de l'hôpital, diagnostiqué autiste sévère, il traversait alors une crise. Tandis que tout le monde autour de lui se figeait, ne sachant que faire, ni s'il était approprié d'agir devant les invités, Amina laissa tomber le verre d'eau qu'elle portait et courut sans hésiter. Elle trouva le garçon à quelques mètres d'un couloir bloqué où les clôtures étaient desserrées et les outils de construction éparpillés. Il tremblait violemment, les bras raides, le regard perdu. Amina ne cria pas. Elle s'approcha simplement de lui calmement, se mit à sa hauteur et dit quelque chose que personne ne comprit, d'une voix basse et ferme, comme si elle récitait un secret ancestral. Louis cessa de crier. L'espace d'un instant, il sembla qu'il n'existait plus que deux
dans cet hôpital. Amina tendit doucement la main sans toucher Louis. Il la regarda, le souffle court, et après quelques secondes, il fit un pas hésitant vers elle. Au fond, des murmures s'élevèrent. Certains invités observaient la scène, les sourcils haussés, leurs verres suspendus au vent, comme si le geste d'Amina enfreignait un code invisible de bienséance. « Pourquoi cette Africaine se croit-elle autorisée à intervenir ?» chuchota une femme en robe émeraude à une autre, qui ne répondit que par un sourire dédaigneux. Amina n'entendit pas, ou peut-être l'entendit-elle, mais choisit de l'ignorer. Elle conduisit calmement Louis vers la salle d'attente, où une femme à l'air hagard, la mère du garçon, se leva en pleurs, les yeux rouges, comme si elle n'arrivait pas à croire que quelqu'un l'avait réellement aidée. C'est à ce moment-là que le silence dans la pièce parut plus pesant que les lustres au-dessus. L'oncologue chef, un homme aux cheveux gris, connu pour son arrogance raffinée, lança doucement à deux collègues: « Cette infirmière se prend pour notre égale grâce à sa blouse, mais elle ne sera jamais respectée ici. » Ce commentaire fut suivi d'un rire sec et contenu, le genre de rire qui ne cherche pas à attirer l'attention mais frappe avec une précision chirurgicale. Thibault Dubois était là, debout près de l'entrée, un verre de vin blanc encore plein. Il ne rit pas. Il observait tout avec un malaise qu'il ne pouvait nommer. Peut-être était-ce de la culpabilité, peut-être était-ce las de voir toujours les mêmes visages hypocrites déambuler dans les mêmes pièces, feignant la politesse, tandis que le venin coulait du coin de leurs lèvres. La femme noire, qui venait d'éviter un grave accident, ne recevrait aucun remerciement public, seulement des regards en coin. Amina retourna dans le couloir latéral, tentant de disparaître entre les écrans. Son pas était ferme, mais un nœud commençait à se former en elle. Ce n'était pas la première fois qu'elle ressentait ces regards, et ce ne serait probablement pas la dernière. Mais il y avait quelque chose de plus cruel à cet instant, la certitude que même si elle faisait ce qu'il fallait, le monde autour d'elle préférait la juger pour ce qu'elle était et non pour ce qu'elle avait fait. Elle s'appuya discrètement contre le mur du vestiaire de soutien, retira sa blouse et prit une profonde inspiration. La seule lumière provenait d'un panneau de sortie de secours, baignant tout d'une teinte verdâtre. Elle murmura une courte prière en bambara, la langue de son enfance, implorant la force de terminer son service sans pleurer. Et comme elle le faisait chaque fois qu'elle était réduite au silence, elle sortit son petit carnet rouge de sa poche. Elle nota l'heure, le lieu, ce qu'elle entendait et ce qu'elle ressentait. À chaque page, ce carnet devenait moins un journal intime qu'une archive de résistance. Pendant ce temps, Thibault observait toujours la salle. C'était un homme qui, aux yeux de tous, semblait inébranlable, costume sur mesure, héritier d'un conglomérat pharmaceutique et habitué des dîners de charité les plus exclusifs de Paris. Mais à cet instant, quelque chose chez Amina le déconcerta. Ce n'était pas de la pitié, c'était de l'admiration mêlée d'un agacement qu'il ne comprenait toujours pas. Il voyait les regards désapprobateurs, les murmures venimeux, et il se sentait impliqué même sans avoir prononcé un mot. Ce qui le gênait peut-être était le silence lui-même. Lorsque la réception prit fin et que les invités commencèrent à se disperser comme de la fumée, il resta là quelques minutes encore à fixer le couloir où Amina avait disparu. Sa décision était prise. Demain, il lui parlerait, mais de la bonne manière, sans condescendance, sans promesses en l'air. Le lendemain matin, le soleil était à peine levé, lorsqu'Amina monta dans le RER B à la gare de la Courneuve. Le wagon était froid, sentant le métal mouillé et le café bon marché. Elle serrait son carnet rouge contre elle, tandis que les passagers somnolaient en silence, certains en uniforme de ménage, d'autres avec les yeux creux de ceux qui affrontaient déjà la vie avant le lever du jour. Arrivée à l'hôpital, elle se rendit directement au vestiaire, se changea avec l'efficacité de quelqu'un qui l'avait fait des centaines de fois auparavant et se dirigea vers le service de pédiatrie. Mais avant qu'elle ne puisse commencer son service, une réceptionniste s'approcha d'elle, l'air hésitant. « Madame Diop, Monsieur Thibault Dubois vous a demandé de venir à son bureau à 9 heures précises, dans le 16e arrondissement. » Amina fronça les sourcils. Elle n'avait jamais eu
de contact direct avec lui. Cela lui semblait, pour le moins, inhabituel. Le bureau de Thibault se trouvait dans un immeuble moderne en verre, haut pour le Paris d'antan, comme s'il avait été arraché d'un autre continent et planté là par erreur. Amina arriva promptement, vêtue de son seul bon manteau de laine, la fermeture éclair à moitié coincée et les épaules légèrement usées. La réceptionniste l'accueillit avec une formalité maîtrisée et la conduisit dans une grande pièce avec vue sur la tour, Eiffel en arrière-plan, comme si le paysage faisait partie du mobilier. Thibault se tenait là, les mains dans les poches, le regard oscillant entre détermination et doute. « Madame Diop, commença-t-il, hier soir, j'ai vu ce que vous avez fait, et j'ai vu ce qu'on a dit de vous. » Elle soutint son regard, sans sourire ni détourner le regard. Habituée aux compliments creux qui ne mènent à rien, elle poursuivit. « Je souhaite proposer quelque chose. Un programme de soins multidisciplinaires. Pour les enfants atteints de troubles du spectre autistique, dans des quartiers périphériques, sous votre direction. » Pendant quelques secondes, le silence entre eux parut plus pesant que les mots. Amina ne répondit pas tout de suite. Elle parcourut la pièce du regard, les livres soigneusement alignés sur les étagères, le café qui refroidissait dans la tasse en porcelaine, et la montre suisse au poignet de Thibault, qui contrastait avec le bracelet de perles qu'elle portait depuis son départ de Munzent, Bamako. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. « Pourquoi moi ?» Thibault hésita avant de répondre. Il dit avoir déjà financé des projets sociaux, connaître les difficultés des communautés périphériques, mais que la façon dont elle avait agi, non seulement avec compétences techniques, mais aussi avec humanité, avait éveillé quelque chose en lui. Amina écouta attentivement, mais ne put s'empêcher de voir les couches cachées derrière les bonnes intentions. Il connaissait ce genre d'homme, trop riche pour comprendre ce qu'était la faim, trop influent pour se rendre compte qu'il était condescendant. « J'accepte », dit-elle en joignant les mains sur ses genoux, « mais à une condition. » Thibault haussa les sourcils, surpris. « Pas un seul centime du projet ne viendra de vos laboratoires pharmaceutiques. Pas de sponsoring à votre image. Ce programme sera destiné aux familles, pas pour embellir votre image. » Elle le dit sans colère, mais avec une clarté. Perçante, Thibault se tut, encaissant le choc. Cette femme devant lui ne voulait ni charité ni approbation. Elle voulait l'autonomie. Elle voulait faire du soin un outil de justice. Et à cet instant, il comprit que s'il disait non, elle agirait différemment, avec ou sans lui. Alors il hocha la tête, il tendit la main. Amina la serra, mais sans sourire. Il n'y avait pas encore de victoire. Il n'y avait qu'un nouveau champ de bataille. Et elle était prête. Ce même jour, Amina rentra à la Courneuve, l'esprit en ébullition. Elle arpenta les ruelles du quartier comme si elle était à cheval entre deux mondes, l'un de marbre et de verre, l'autre de béton écaillé et d'odeur de pain rassis. Elle passa devant le salon de coiffure de son oncle, la boucherie turque où elle achetait du bœuf haché à la fin du mois, l'arrêt de bus où elle s'était un jour endormie d'épuisement après une journée de travail de 18 heures. Arrivée à son appartement, elle ôta ses chaussures à l'entrée et s'assit par terre dans le salon. Sa sœur, Fatou, la regarda avec méfiance, s'attendant à de mauvaises nouvelles. Lorsqu'Amina lui annonça, sans trop entrer dans les détails, qu'elle avait un nouveau projet à coordonner, quelque chose s'illumina dans les yeux de Fatou. Ce n'était pas vraiment de la joie, mais c'était une étincelle qui n'était plus là depuis longtemps. La perspective. Les jours suivants furent mouvementés. Amina organisa des réunions avec des travailleurs sociaux, des ergothérapeutes, des éducateurs et des parents d'enfants atteints de TSA des communes d'Aubervilliers, Bondy et Saint-Denis. Elle préférait travailler en silence, notant tout dans son vieux carnet rouge, désormais relié par du ruban adhésif. Le programme ne consistait pas à offrir des services, mais à garantir les bases que d'autres possédaient déjà. Diagnostic précoce, soutien familial, thérapie intégrée. Chaque étape était un défi. Le premier centre fut installé dans une école désaffectée, sentant la peinture fraîche et les jouets recyclés.
Et malgré sa simplicité, la dignité transparaissait dans chaque détail. Les enfants, jusque-là laissés à la maison par peur ou par honte, disposaient désormais d'un espace pour crier, jouer, s'exprimer et être vus. Amina suivait tout de près, non par vanité, mais parce qu'elle savait que si elle n'était pas présente chaque jour, le système avalerait le projet comme il en avait avalé tant d'autres. Bientôt, des histoires commencèrent à circuler dans les couloirs du quartier, comme celle de Malik, 6 ans, qui n'avait prononcé que 3 mots avant de commencer à fréquenter le centre et qui appelait désormais sa mère par son prénom. Ou celle de Yasmina, qui dessinait compulsivement des cercles jusqu'à ce qu'une art-thérapeute l'encourage à peindre des visages aux traits uniques. Les parents, jusque-là muets, commencèrent à entendre des sons, des phrases et même des rires. Amina observait chaque progrès avec un œil attentif, mais elle ne se laissait pas aller à l'euphorie. Elle savait que pour chaque victoire, une bureaucratie étouffante l'attendait au détour d'une rue. Des rapports à remplir, des autorisations jamais reçues, des menaces voilées de détournement de fonds. Mais elle suivait, ligne par ligne, comptant chaque centime. Et chaque soir, en rentrant à la maison, elle mettait à jour le carnet, non plus avec des plaintes, mais avec des réussites. C'était le même carnet, mais il avait une apparence différente. Malgré les progrès, les préjugés persistaient. Il ne faisait que changer d'apparence. Il se manifestait désormais par des courriels bien intentionnés, suggérant qu'un Français respectable prenne la coordination du programme afin de lui conférer davantage de crédibilité institutionnelle. Ou par des visites inopinées d'inspecteurs qui insinuaient une désorganisation sans jamais signaler de véritables erreurs. Il y avait aussi le silence des journaux, qui publiaient des articles sur l'inclusion sans jamais mentionner le projet d'Amina. Mais elle ne se laissait pas impressionner. Elle n'avait pas le temps pour le ressentiment. Elle avait des enfants en attente de soins, des mères en attente de réponses, et une équipe qui commençait à croire qu'il était possible de faire les choses différemment. Parfois, elle se surprenait à regarder par la fenêtre du centre, observant le ciel gris de Paris avec le même regard qu'elle avait eu enfant à Bamako. Le monde était toujours dur, mais maintenant au moins, elle savait par où commencer pour le changer. 4 mois plus tard, Thibaut débarqua sans prévenir. Il arriva dans une voiture noire, accompagné d'une assistante qui semblait mal à l'aise face à l'odeur de friture provenant de la cantine improvisée dans la cour de l'école où le centre fonctionnait. Amina l'accueillit à l'entrée, sans cérémonie, vêtue de sa blouse usée, le regard marqué par des nuits blanches. Il traversa les couloirs aménagés, aperçut des dessins. D'enfant au mur, entendit un enfant répéter le même mot avec une joie débordante, et un autre se précipiter sur les genoux de la thérapeute en criant « Maman !» Il ne dit pas grand-chose. Il se contenta d'observer, les mains jointes dans le dos. À chaque pièce visitée, le silence de Thibaut grandissait. Ce n'était pas de l'arrogance, c'était autre chose. C'était un malaise intérieur, une honte rare, la prise de conscience que, même avec toutes les ressources du monde, il n'aurait jamais pu construire cela. À la fin de la visite, il s'assit avec Amina dans la petite salle de conférence où la table était une vieille porte posée sur 2 chevalets et où sa chaise grinçait à chaque mouvement. « Ce que vous avez fait ici est impressionnant », dit-il en regardant autour de lui. « Ce n'est pas de la charité, ce n'est pas du marketing, c'est du concret. » Amina hocha brièvement la tête. Elle n'était pas du genre à se laisser submerger par les compliments. Thibaut hésita, comme s'il cherchait les mots justes. « Vous ne voulez pas que je sois impliqué dans ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. « Je ne veux pas, je n'en ai pas besoin, » répondit-elle. « Vous m'avez donné la clé, j'ai ouvert la porte. Le reste, c'était aux gens d'ici. » Thibaut hocha lentement la tête. Pour la première fois, il comprit que son rôle n'était pas d'être le visage du changement, au mieux, d'en être le facilitateur. Amina, quant à elle, tournait déjà la page de son carnet, prête à noter une nouvelle. Étape. C'était un après-midi pluvieux de mars, lorsqu'Amina se retrouva à une longue table remplie d'agents municipaux, de techniciens de santé publique et de conseillers administratifs.
Ils étaient là pour envisager l'extension du projet à 3 autres quartiers d'Île-de-France. La pièce sentait le papier humide et le café rassis. Les regards braqués sur elle n'étaient pas hostiles, mais sceptiques. Amina prit une grande inspiration avant de commencer. Elle ouvrit son carnet rouge et déposa sur la table une pile de rapports détaillés, de tableaux de comportement, de témoignages de parents, de rapports médicaux et un budget minutieusement planifié. Elle parla pendant près de 40 minutes, sans un seul bégaiement. Ses mots portaient le poids de quelqu'un qui vivait ce qu'elle disait. À la fin, le silence dans la salle était presque respectueux. Personne ne s'attendait à un tel niveau de précision de la part de quelqu'un qui utilisait les transports en commun pour se rendre là-bas. Une conseillère municipale, les cheveux attachés en chignon et avec un accent du Sud, demanda si le projet pouvait survivre sans le soutien d'une grande entreprise. Amina répondit avec un sourire serein, « Le fondement, ce sont les maires. Ce sont elles qui font tourner tout. J'ai simplement organisé ce qui existait déjà. » Il y eut un silence. Puis, l'inattendu, l'approbation unanime. Avec un financement public garanti pour 2 ans et la possibilité d'une extension à 3 autres centres. En quittant la mairie, Amina s'assit sur le perron sans se presser, laissant la pluie lui éclabousser les mains. Elle appela Fatou, qui cria à l'autre bout du fil. Puis elle resta là quelques minutes, à ressentir. Pour la première fois depuis longtemps, ce n'était pas seulement la survie qui guidait ses pas, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose qu'elle avait construit elle-même avec la détermination de quelqu'un qui n'avait jamais été invité nulle part, mais qui était quand même entré et était resté. Au cours des mois suivants, un phénomène étrange se produisit à La Courneuve. Des femmes qui, auparavant, échangeaient à peine des regards dans les files d'attente des supermarchés, commencèrent à se rassembler en fin d'après-midi dans la cour de l'école réactivée. Certaines apportaient de simples gâteaux, d'autres leurs enfants dans les bras et parlaient d'abord doucement, demandant presque la permission d'occuper cet espace. Amina n'était pas au centre de ces rassemblements, mais elle en était la raison. Beaucoup l'appelaient la sœur qui a ouvert la porte. Elle n'était ni une leader imposée, ni un guide spirituel. Elle était simplement quelqu'un qui prouvait, au quotidien, qu'il est possible de faire plus que survivre. Un jour, une jeune femme nommée Ouria, qui avait aidé bénévolement, raconta qu'elle avait repris ses études d'infirmière après avoir vu Amina à l'œuvre. Si elle peut continuer comme ça, en étant elle-même, en venant d'où elle vient, alors, peut-être que je le pourrais aussi. C'étaient de petites graines plantées dans le béton. Le changement ne s'est pas fait en fanfare, mais grâce à des plats partagés, des soins échangés et un réseau invisible qui se renforçait parmi les femmes. Les enfants, autrefois considérés comme difficiles, étaient désormais reconnus par leur nom, leur apparence, leur histoire. Des médecins qui refusaient auparavant de les voir en banlieue ont commencé à appeler Amina pour proposer des heures de bénévolat. Des étudiants sont venus chercher des stages en centre-ville et sont repartis avec un sentiment d'humilité. La municipalité elle-même a commencé à utiliser le programme comme un exemple de politique publique efficace. Et pourtant, Amina n'a pas changé de voie. Elle prenait toujours le même train, arpentait toujours les mêmes rues, apportait toujours les mêmes légumes du marché. Seulement, désormais, sur chaque visage qu'elle croisait, il y avait une sorte de respect qui ne provenait pas de la compassion, mais de la reconnaissance. Un soir, alors qu'elle rangeait les papiers pour un énième rapport financier, Amina trouva parmi les pages l'une des premières entrées de son carnet rouge. Elle datait du jour de son admission à l'hôpital. Les mots étaient un peu flous, comme s'ils avaient absorbé de la sueur ou des larmes. On pouvait y lire « Aujourd'hui, ils m'ont regardé comme si je m'étais trompé de chambre. Mais je savais exactement où j'étais. » Elle relut la phrase plusieurs fois, comme si elle touchait une cicatrice et se souvenait de la douleur, mais aussi de ce qui avait suivi. Cette page lui rappelait que sa présence n'était jamais une erreur. En réalité, c'était un désagrément nécessaire, un bruit au milieu du silence confortable que l'élite appréciait tant,
et c'était précisément pour cela qu'elle restait, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce qu'elle savait que l'absence de quelqu'un comme elle ferait la différence entre l'abandon et l'attention. La semaine suivante, Louis arriva, plus grand, les cheveux bruns désormais coiffés sur le côté et une chemise bleu marine. Il était avec sa mère, qui portait une enveloppe de remerciements et les yeux pleins de larmes. « Il voulait venir ici pour te montrer son dessin », dit-elle, en lui tendant une feuille aux lignes enfantines, deux personnes se tenant la main, avec un soleil orange en arrière-plan. Amina regarda le papier et sentit un frisson lui parcourir la nuque. C'était le même garçon que des mois auparavant, personne n'avait osé toucher, qu'elle avait ramené avec des mots fermes et un regard serein. Elle le serra dans ses bras sans rien dire. Parfois, les miracles se produisent en silence. Après leur départ, elle plaça le dessin entre les pages du carnet rouge, entre la douleur et la victoire, comme pour clore le cycle d'une histoire qui avait failli ne jamais commencer. Amina savait que ce dessin ne changerait pas le monde, mais il changeait quelque chose en elle. C'était comme un sceau d'approbation, une reconnaissance sans applaudissements, mais pleine de vérité. De temps à autre, on l'ignorait encore, en réunion. On la prenait pour une femme de ménage dans les couloirs d'hôpital, où on la questionnait sur ses origines européennes. Mais désormais, ces choses ne la brisaient plus. Elle la fatiguait, certes, elle la blessait parfois, mais elle ne la retirait plus, car ce qu'elle avait construit était concret, et ce n'était pas dans sa réputation, mais dans le regard des mères, dans l'évolution de ses enfants, dans le réseau né du chaos. Elle le savait, le monde était encore inégal, élitiste, raciste. Mais maintenant, elle savait aussi qu'il était possible de creuser des fissures dans ce mur. Par un après-midi gris, il apprit que son financement public serait renouvelé pour 3 ans. Lorsqu'il raccrocha, il ne célébra pas en criant. Il se prépara simplement un thé fort, mit un vieux disque de Salif Keïta et s'assit sur les 3 balcons de l'appartement. Le vent froid soufflait à travers ses vêtements, mais la chaleur venait de l'intérieur. Il prit son carnet rouge, les couvertures déjà décollées, pleines de marques, de taches et de petites coupures collées avec du ruban adhésif, et écrivit une dernière phrase au dos de la couverture. « Ils ont essayé de me faire taire par le mépris. J'ai réagi avec fermeté. » Aujourd'hui, quand on demande à Amina comment elle a supporté tout cela, elle rit doucement et répond « Je n'ai pas supporté ça, je me suis transformée. » Elle n'avait jamais eu besoin d'approbation, elle avait besoin d'espace, et quand elle n'en a pas eu, elle a construit le sien, pierre après pierre, voix après voix. Et même si beaucoup tentent encore de la réduire à une infirmière africaine qui a trop osé, ceux qui connaissent son travail savent qu'elle n'a jamais eu besoin d'oser. Elle avait juste besoin d'exister en toute vérité, et c'était déjà insupportable pour quelqu'un qui avait toujours vécu sur les apparences, car au final, l'histoire d'Amina Diop n'est pas une histoire de charité, ni de victoire miraculeuse. Elle est une histoire de justice. Elle est une... Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.